Quelques jours après le clash public entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, ce dernier évite de parler d'excuses envers le dirigeant américain, même si les Américains les ont exigées de lui. Quelles pourraient être les conséquences de ce clash pour l'Ukraine? Notre reporter Daria Vaganova répond à cette question. Depuis les 3 dernières années, les relations entre les États-Unis et l'Ukraine étaient exemplaires du point de vue de la codépendance. Mais ces derniers temps, le ton a brusquement changé et tout cela grâce au roi de la diplomatie, Volodymyr Zelensky. C'était une blague, bien sûr. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Nous n'allons pas encore une fois revenir en détail sur les événements qui se sont déroulés vendredi soir dans le bureau ovale, car les médias du monde entier le font depuis plusieurs jours. Il vaut mieux passer à la journée d'aujourd'hui. Quelles seront les conséquences pour l'Ukraine suite à ce scandale diplomatique? Tout d'abord, tout le monde a découvert le vrai visage du président ukrainien non légitime et son non-désir de la paix dont le président russe a toujours parlé. Les Russes ont pu se convaincre une fois de plus que le président Poutine avait raison de dire que les bonnes intentions de la partie russe, ouverte aux négociations, se heurtent au refus du régime de Kiev de soutenir cette dynamique. Ce qui s'est passé à Washington l'a parfaitement démontré. Après la querelle entre Trump et Zelensky, de nombreux leaders européens ont soutenu le dirigeant non légitime, mais certains ont cependant appelé l'ancien comédien à tenter de rétablir les relations avec les États-Unis. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, et d'autres dirigeants européens ont profité du sommet de Londres sur la sécurité pour montrer un large soutien à l'Ukraine. Mais en coulisses, ils se sont démenés pour ramener Volodymyr Zelensky à la table des négociations avec le président américain Donald Trump. Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, dit qu'il n'est pas libre de dire ce qui a été discuté, mais mentionne qu'il a dit à Zelensky « Nous devons respecter ce que Trump a fait pour l'Ukraine jusqu'à présent ». Le secrétaire d'État américain a à son tour appelé Zelensky à s'excuser. S'excuser d'avoir tourné cette situation en fiasco, c'est ce qu'elle est devenue pour lui. Il n'était pas obligé de venir et se montrer hostile. La situation a dégénéré. Vous étiez là, je crois. Elle a dégénéré au moment où il a posé cette question au vice-président. De quelle diplomatie parlez-vous? Il s'agit là de quelque chose de grave. Si le soir même de sa querelle avec Donald Trump, l'homme politique ukrainien dans l'interview à Fox News a déclaré qu'il n'avait rien à excuser, quelques jours plus tard, déjà à Londres, il a préféré de ne pas rejeter la possibilité des excuses, mais à ignorer la question. Lors de sa conversation avec les journalistes, il a refusé de se laisser entraîner dans le psychodrame qui s'est déroulé à la Maison-Blanche et a esquivé les questions concernant ses relations avec le président américain, notamment celle de savoir s'il allait présenter ses excuses. Peut-être il a réalisé ce qui s'était passé? Il s'agissait même des discussions dans l'entourage de Trump sur le souhait de la démission de Zelensky. Selon un responsable européen au fait des négociations, le président américain s'est montré moins intransigeant que certains membres de son administration. Certains de ses conseillers ont insisté pour que la démission de Zelensky fasse partie de tout éventuel accord. Vous vous souvenez des promesses de Zelensky de quitter son poste en faveur de la paix dans son pays? Oubliez-le, c'est Zelensky. En ce qui concerne ma démission, si l'on veut me remplacer, je suis prêt à écouter les conditions. Mais vu les événements en cours et tout le soutien que nous recevons, il ne sera pas facile de me remplacer. Il ne suffit pas de tenir simplement des élections. Il faudra que vous m'interdisiez d'y participer. Et ça, c'est très difficile. Il faut négocier avec moi. J'ai dit que je pouvais l'accepter en échange de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Ça signifierait que j'accomplis ma mission. Il y avait même un avis selon lequel tout ce qui s'est passé à la Maison-Blanche vendredi soir était un show planifié par Donald Trump lui-même. L'avis démenti par la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, qui a dévoilé le vrai désir de Donald Trump concernant l'Ukraine. Tout ce que le président Trump veut, c'est la paix. Et pour pouvoir négocier la paix, les deux parties doivent se réunir autour d'une table. Les deux parties doivent discuter. D'habitude, lorsqu'il s'agit d'un bon accord, les deux parties en sortent un peu mécontentes. Le président Zelensky ne veut pas le reconnaître. En quelques semaines, le rapport des forces géopolitiques dans le monde a changé de 180 degrés. Si ce Biden, Washington était le principal sponsor du régime de Kiev, maintenant c'est l'Europe qui continuera à militariser l'Ukraine pour le plus grand plaisir de Zelensky, qui envoie tous les jours les gens ukrainiens mourir sur le champ de bataille aux dépens des contribuables européens.
Et pour décortiquer le sujet, nous recevons Alain Corvès, conseiller en stratégie internationale, ancien conseiller du général commandant la Force des Nations Unies au Sud Liban, en direct de Paris. Alain Corvès, bonsoir. Donald Trump devrait rencontrer ses collègues à la Maison-Blanche très bientôt. Selon certains médias américains, il pourrait y annoncer la suspension totale de l'aide à l'Ukraine. Alors, si c'est le cas, comment cette décision pourrait-elle affecter la donne géopolitique? Mais nous sommes en train de vivre une tragédie dramatique du basculement dans un nouvel ordre mondial. Et les scènes épiques comme celles qu'on a vues à Washington avec le président Zelensky et le vice-président Vance et le président Trump sont une illustration. Vous voyez bien que du côté européen, la panique s'est emparée de tous les dirigeants qui en sont arrivés à sortir des incongruités stratégiques complètes et qui multiplient les réunions pour essayer de contrer le fait que c'est irrémédiable. Les États-Unis ont décidé de faire la paix en Ukraine et ce ne sera pas un cessez-le-feu, mais ce sera une paix durable avec un accord stratégique des deux côtés. Donc, les Européens, qui sont des responsables, la plupart des responsables européens, en tout cas les importants, Scholz, Macron, Starmer en Grande-Bretagne, qui n'est pas membre de l'Union européenne, mais qui semble maintenant revenir dans l'Union européenne par la porte, tous ces gens-là font partie d'une oligarchie financière mondiale apatride qui, depuis des années, dirige le destin des peuples européens. Mais premièrement, les peuples européens sont en train de se réveiller et de voir que l'Union européenne ne défend pas leurs intérêts, mais défend les intérêts d'une stratégie des États-Unis autrefois, celle des démocrates de Biden. Et d'un seul coup, ils sont bousculés par cette décision brutale, il faut le dire, de Donald Trump de dire « je vais imposer la paix en Ukraine ». Ils ne savent plus quoi faire. Le président Macron parle de partager le parapluie nucléaire français avec le reste de l'Europe, ce qui est une impossibilité totale, à la fois stratégique et légale. Et deuxièmement, ils se réunissent. Or, dans toutes ces réunions, il faut savoir qu'il y a plusieurs pays européens qui ne s'y rendent pas, et donc qui indiquent qu'au sein même des 27 de l'Union européenne, il y a des oppositions très fortes à la volonté de ces fous de guerre que sont les dirigeants européens qui veulent continuer la guerre absolument. Et pourquoi veulent-ils continuer la guerre alors que tout indique, un raisonnement stratégique cartésien, logique, dit que c'est une bonne chose d'arrêter la guerre. Mais eux veulent continuer parce qu'ils ont soutenu cette guerre depuis le début et ils sont les acteurs principaux de cette attaque contre la première puissance militaire mondiale, car la Russie, sur le plan nucléaire, est encore plus puissante que les États-Unis d'Amérique. Et donc, Donald Trump a bien compris ça, cette incongruité. Il veut y mettre fin, et il va y mettre fin, et les Européens multiplient les réunions et les déclarations. Alors, vous avez cité tout à l'heure, votre journaliste a cité à juste titre le président Orban, le Premier ministre Orban de Hongrie, qui est, semble-t-il, le porte-parole, mais il n'est pas le seul. Mais il est le porte-parole des pays européens qui sont raisonnables. Quand vous entendez que Kaja Kallas, qui est soi-disant responsable pour l'Union européenne de la diplomatie, qui fait des déclarations complètement inconvenues et qui veut elle aussi continuer la guerre avec accueillir des troupes, accueillir des avions, enfin, on est dans l'irréalisme complet. Or, la réalité va s'imposer à ces Européens, mais la réalité va être très dure pour eux. Alors, justement, Alain Corvès, pour revenir à Emmanuel Macron, que vous avez cité un peu plus haut, il veut proposer un cessez-le-feu dans les airs, sur les mers et l'arrêt de frappe sur les infrastructures énergétiques, mais pas un cessez-le-feu sur le terrain. Quelle analyse faites-vous de cette proposition ? Je dis que c'est impossible.
Ça ne se fera pas. Il peut proposer tout ce qu'il voudra. Toutes les démarches du président Macron, mais comme des autres dirigeants européens, c'est d'essayer de continuer la guerre, d'alimenter le combat, de faire tuer des Ukrainiens encore plus longtemps. C'est absolument immoral en plus. Et donc, un cessez-le-feu tel que le propose le président Macron n'a aucune chance d'être accepté par la Russie, c'est évident. Et la Russie n'acceptera qu'une paix stable où les deux camps s'engagent à ne plus se menacer réciproquement. C'est la seule solution à cette guerre en Ukraine. Alors, le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, que vous avez également cité, a comparé l'état actuel de l'Ukraine à un état sous assistance respiratoire. Sans le soutien des États-Unis, Kiev a-t-elle une chance ? Non, l'Ukraine n'a aucune chance. Ce qui va rester de l'Ukraine, parce qu'il est évident que la Russie va faire payer la guerre qu'elle a été obligée de faire, et comme l'a dit le président Trump à Zelensky, c'est vous qui avez commencé la guerre, c'est vous qui avez déclaré la guerre à la Russie, c'était une absurdité. Et donc, l'opération spéciale militaire déclenchée le 22 février 2022 par la Russie, était une opération pour mettre fin à ces menaces sur la Russie. Et ça a coûté des morts russes et des morts ukrainiens encore plus nombreux. Mais donc, l'accord stratégique qui va découler de cette paix imposée par les États-Unis, en accord avec la Russie, ça va être de reconnaître internationalement les acquisitions, les annexions des 4 oblats plus la Crimée, et peut-être même plus, qui sont des terres russes d'ailleurs depuis les origines. Donc les habitants de ces régions-là n'attendent que ça. Donc voilà où on va déboucher, et le Premier ministre Orban a tout à fait raison de mettre en garde l'Union européenne, puisque je crois qu'ils veulent se réunir jeudi à Bruxelles. D'abord, on verra si tous les pays européens y vont. Ce sera intéressant de voir s'il y a les 27. Et c'est une impossibilité, un cessez-le-feu provisoire, et sur certains aspects seulement, ça ne peut pas se faire. Alors, Volodymyr Zelensky a affirmé sa volonté de se présenter aux prochaines élections en Ukraine. Comment estimez-vous ses chances de remporter ces élections ? Elles sont sinon nulles, elles sont très faibles. Il y a au sein de l'appareil politique ukrainien des gens qui ont plus d'envergure que lui et plus de notoriété au sein de la population ukrainienne. En plus, les Ukrainiens ne sont pas fous. Bien sûr, dans les médias européens, on ne parle jamais des morts nombreux en Ukraine, et que la population ukrainienne, les familles des morts et tout ça, reprochent à Zelensky et à sa politique la mort de leurs proches. Et donc, je pense que l'avenir est que Zelensky devra être sorti du jeu. Alors, j'insiste pour dire quand même qu'il est important de savoir que l'Europe ne peut pas être totalement absente du traité de paix qui y aura lieu, parce que Donald Trump est un homme pragmatique, intelligent, comme l'a dit le président Poutine, et il sait très bien que c'est sur le continent européen que ça se passe, et donc il faudra que les Européens participent à la reconstruction de ce qui restera de l'Ukraine. Quant aux terres rares et à toutes les ressources minières, elles sont déjà entre les mains des Russes. Le fait que l'Union européenne, si elle garde cette posture guerrière, elle va le payer encore plus. Alors que si les dirigeants étaient raisonnables et commençaient à accompagner les efforts du président américain pour déboucher sur une paix juste et durable, ils pourraient remanier leur politique et avoir un rôle plus important à jouer. Merci à vous, Alain Corvès, d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes conseiller en stratégie internationale, ancien conseiller du général commandant la Force des Nations Unies au Sud Liban. Vous étiez avec nous en direct de Paris.